Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour Eléa. Bonjour Stéphane. Bienvenue pour ce dernier Twitch de l'année, placé sous l'égide de Noël, des fêtes et du rhume. Donc, on a un peu une voix de canard. On mouche un peu, on tousse un peu. On est désolé si y a une petite toux qui va durant ce live, mais c'est de saison. On va parler aujourd'hui de plein de choses. Avant de commencer, je vais te laisser te présenter, Léa, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Vas-y. Je m'appelle Eléa Péton. Je suis Machine Learning Engineer chez OVH Cloud dans l'équipe AI Solutions. Voilà, moi je suis Stéphane Philippard, d'Evrel, chez OVH. Donc moi je suis la personne qui utilise Eléa dès qu'il faut être vraiment spécialiste. Aujourd'hui, on va parler de notre dernière appli qui est passée en bêta, AI Deploy, qui est une bêta ouverte. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller tester. Si vous avez un compte PCI, vous pouvez accéder à l'univers IA et aller tester AI Deploy. Faites-nous vos feedbacks. On a un super Discord, donc allez sur le Discord, testez des choses, faites-nous vos retours. On a toutes les équipes qui sont directement sur le Discord, donc c'est cool parce que vous échangez avec vraiment les gens qui font nos produits. Donc ça, c'est vraiment cool. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, où Eléa va vous montrer une démo, comment on construit une application pour faire de l'analyse de sentiments à partir de tweets, mais je laisserai Léa expliquer tout ça. Je voulais juste faire un petit résumé, en fait, un peu des épisodes précédents pour celles et ceux qui nous ont vus, ou si vous ne les avez pas vus, il y a des replays sur YouTube, sur les différents produits qu'on propose pour que vous compreniez un peu l'enchaînement logique. Donc en fait, Eléa va vous montrer aujourd'hui, on va commencer avec un notebook de Tout à fait. manière assez classique, du Jupyter Lab. Donc du coup dans le cloud, où Eléa va vous expliquer comment on va construire notre application et notre modèle, comment le fine-tuner, mais je laisserai Léa l'expliquer, elle explique beaucoup mieux que moi. Donc ça, c'est du classique. On a dessus GPU ou CPU. Vous pouvez même aller jusqu'à l'entraînement si vous avez envie. Le truc, c'est que vous êtes dans un IDE, vous avez accès à votre code et tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas forcément l'endroit le mieux pour faire l'entraînement. Ce n'est pas scalable à l'origine. Donc pour ça, après, on a d'autres produits. On a notamment la partie entraînement où on peut utiliser notre offre training qui permet d'entraîner et de passer à l'échelle déjà, faire du grid computing pour avoir du parallélisme dans l'entraînement. Donc ça c'est bien, pareil, basé sur du GPU et ou du CPU, c'est vraiment comme vous le sentez. Bien sûr la facturation change, ça c'est évident, mais voilà, Normal. vous avez accès à toute la puissance. Et on a AI Deploy. Donc AI Deploy était en alpha il n'y a pas très longtemps, il est passé en bêta il y a 3 4 semaines je crois, C'est grand ça. maximum, qui permet de faire vraiment plusieurs choses. La première, c'est que vous allez pouvoir mettre à disposition votre modèle soit via API, soit même via une application complète avec un front, un back, et de le déployer vraiment sans avoir à maîtriser l'architecture technique qui est en dessous. Moi, c'est ce que je trouve super intéressant. Euh, En dessous, en fait, derrière nous, notre tambouille interne, c'est basé sur du Kube, sur du Docker, sur plein de choses comme ça. Mais on n'a peut-être pas envie d'être expert Kubernetes ou Docker pour déployer en fait une application qui utilise un modèle. Et c'est là en fait où AI Deploy est juste super sympa. C'est qu'en une ligne de commande, vous donnez une image d'une application qui a été packagée et cette application, elle est déployée et accessible de l'extérieur, protégée ou pas selon ce qu'on veut, mais c'est vraiment hyper simple. Et la grosse nouveauté de notre version bêta, c'est qu'en plus, maintenant, on va gérer le scale-up ou le scale-down, donc de manière assez classique dans l'environnement Kubernetes. Mais donc, du coup, vous allez juste dire, bah, moi, j'estime que mon application, on le verra dans la démo, hein, d'ailleurs, de manière plus précise, mais peut-être que j'ai besoin de 1 à 3 instances. Et en fait, Deploy va gérer pour vous, bien sûr, par rapport à des seuils que vous allez définir, soit sur des CPU, soit sur de la RAM. Vous allez pouvoir dire, à partir de tant de CPU consommés, monte-moi une nouvelle instance. Et bien sûr, quand ces CPU sont sur une utilisation moindre, automatiquement, l'instance va être enlevée. Et tout ça, c'est transparent. C'est quand même super important parce qu'encore une fois, tout le monde n'a pas envie de fine-tuner ses déploiements applicatifs. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Tout ça, ça se retrouve dans les docs côté du site OVH. Vous avez tout l'univers intelligence artificielle. À l'origine, j'aurais dû le montrer et je ne l'ai pas montré, donc je suis en train de un peu faire un sale coup à notre régie. Mais voilà, n'hésitez pas. On a tout un univers qui est dédié et à deploy, et à training, et à notebook. Vous avez accès dedans à tout ce que ça fait. Vous avez accès aussi dedans à des liens vers des guides, notamment écrits par Eléa. Donc c'est vraiment bien fait, vous pouvez jouer avec. Et je le rappelle encore une fois, la bêta étant ouverte, vous avez juste besoin d'un compte chez nous. Vous créez ce compte et vous allez dans l'univers IA et dedans vous allez voir Deploy.
bêta, et vous pouvez jouer avec. Et franchement, jouez avec et faites-nous vos retours parce que c'est hyper important pour nous. Et aussi, c'est l'avantage d'avoir le produit qui vous correspond le mieux. Absolument, N'est-ce pas? J'ai tout fait à beaucoup fait. de blabla. Je suis désolé. L'idée, c'était quand même de vous recontextualiser un peu tout. Je vais vous passer Eléa, qui va vous expliquer beaucoup mieux que moi maintenant tout ça. Une petite séance de slides, mais très rapide. C'est pour Oui, vous expliquer notre un petit peu de contexte, c'est voilà, toujours pas contexte, c'est mal. toujours mieux. Eléa, je t'en prie, après toi. Alors, nous allons passer à donc, quelques slides, comme l'a dit Stéphane. Pourquoi quelques slides? En fait, aujourd'hui, on va s'intéresser au déploiement donc, d'une API pour de la classification de sentiments. Avant ça, on va faire une petite introduction et on va voir en fait comment on peut utiliser un tel modèle d'intelligence artificielle avec AI Deploy. Alors, tout d'abord, on va parler de NLP. NLP, c'est pour Natural Language Processing. On va parler globalement du traitement du langage naturel. Vous rencontrez en fait plusieurs tâches de NLP dans la vie de tous les jours, donc via des outils de traduction par exemple, également du résumé de texte, que ce soit par exemple sur des articles relativement longs ou même sur des livres par exemple. On a aussi le chatbot, donc bon là le fameux chatbot sur tous les sites de retailing, quand vous demandez de l'assistance et pas derrière, vous avez souvent affaire à un bot dans un premier temps, Qui marche presque bien. presque. Presque. On a aussi de la génération de texte. Donc là, il y a des gros algorithmes qui sont connus pour ça, par exemple GPT-2 ou GPT-3. Vous leur donnez un titre ou juste un contexte. Et en fait, à partir de là, on va avoir une génération de texte ou d'histoire. On a aussi la classification zero shot. Donc là, c'est vraiment la classification par entité. De quoi parle le texte en général? Quelle est en fait la principale entité qui se dégage de ce texte ou de ce document? Et enfin, on va avoir la classification de texte. Donc, la classification de texte, ça va permettre par exemple de classer des documents entre eux, mais aussi de faire de la classification de sentiments. Du coup, si je peux me permettre, j'ai l'impression, de ma vision, hein, je ne suis pas expert, mais le NLP, c'est un peu le legacy de l'IA en fait. J'ai l'impression qu'on en entend parler depuis des années, qu'on commence Oui, à être un peu mature on en sur ça. voit un petit peu partout, tous les jours, sans forcément s'en rendre D'accord. compte, mais c'est vrai que c'est quand même très présent. La traduction, par exemple, on l'utilise C'est ça. relativement souvent, et les chatbots, Oui. on en les a partout. rencontre aussi. Et donc, la classification de texte, ça sert à quoi? Alors, ça peut permettre à des entreprises de classifier leurs documents. Donc, par exemple, est-ce qu'il s'agit d'un devis ou d'une facture? On a aussi la catégorisation de tickets support. Si un ticket a été créé par un client, euh, de quel sujet en fait traite ce ticket? La classification d'email. Alors là, on peut avoir la classification de spam, mais aussi par exemple des mails qui touchent en fait le commercial. Et on a la modération de contenu. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Voilà, donc par exemple sur Twitch, des IA peuvent tout à fait modérer du contenu. Sur les réseaux sociaux en général, quand du contenu, en tout cas textuel, est inapproprié, c'est souvent des IA ou des bots qui sont derrière et qui en fait font le travail de venir supprimer ce contenu. Là, je viens d'avoir une idée pour notre prochain Twitch. On développe un bot sur le Twitch que l'on fait et on demande aux gens de participer et de voir si le bot il est actif. Mais les gens disent que des choses bien sur nous. C'est vrai, c'est vrai. Le Ouais, bot ça n'aura marcherait pas de t'as travail à raison. faire. Et enfin, il y a donc l'analyse de sentiments des clients. Est-ce qu'un client est satisfait d'un produit ou pas? Est-ce que le client est satisfait du service qu'on lui propose? Et donc, c'est sur cette partie qu'on va se focaliser aujourd'hui. L'analyse de sentiments, ça peut être fait de différentes façons. On peut avoir une analyse de la polarité avec par exemple des notations de 1 à 5 étoiles. On voit beaucoup ça sur des sites comme TripAdvisor, Airbnb, accompagné d'un commentaire pour savoir si le client est satisfait de son logement ou du restaurant dans lequel il a été mangé par exemple. On a aussi l'analyse des émotions sur des retours clients. Est-ce que le sentiment est plutôt positif ou plutôt négatif en ce qui concerne son commentaire? Et enfin, on a une analyse qui est un petit peu poussée, qui va se baser sur les caractéristiques. Si dans un commentaire, on a du positif et du négatif, par exemple, mon client a acheté un vélo chez moi, il est très satisfait de la selle du vélo, mais peu satisfait des garde-boue, et ben on va en fait vraiment séparer les sentiments en fonction des entités. Nous, aujourd'hui, on va se baser sur un cas assez simple, qui est la classification binaire. Est-ce que mon texte est positif ou négatif? Ah, c'est simple pour toi. Moi, il a fallu du temps pour le comprendre quand même. Mais, Globalement, notre IA, elle va faire deux distinctions. Le neutre, elle l'oublie. Pour l'instant, on va vraiment juste se baser sur ce
cas simples et on va voir en fait ce qu'on est capable de faire avec un tel modèle d'intelligence artificielle. Pourquoi analyser des sentiments? Globalement, comme on l'a dit précédemment, de l'analyse de commentaires clients. Ça peut être très utile en fait pour une entreprise qui vend un produit ou un service. On a aussi tout ce qui est critique artistique. Ça peut être sur un film, sur une musique, sur une œuvre d'art. On a de l'analyse de tweets, donc on y reviendra un petit peu après. Ça peut être sur un sujet, par exemple, politique, dans tous les tweets qui sont postés chaque jour. Ça peut être aussi sur des nouveautés, de l'actualité. On peut faire de l'analyse de sentiments là-dessus. Et enfin, les études de marché et de la concurrence pour toujours en fait, essayer de faire mieux que notre concurrent et aussi dans une démarche d'amélioration continue des produits ou des services. Alors du coup, je pense que tu vas y revenir après, mais là, quand on voit qu'on a différents types d'analyses qu'on veut faire Oui. sur des périmètres, on va dire, business ou autre chose qui ne sont pas forcément les mêmes, ça veut dire quoi? J'ai un même modèle et je vais arriver à le configurer, le paramétrer différemment, ou il va falloir que je développe un modèle par entité? Alors, c'est une très bonne question. Merci. On peut utiliser tout d'abord des modèles génériques de classification donc, de sentiments sur des textes qui existent en fait sur des textes en général sans cibler en fait un réel contenu. On peut après personnaliser ces modèles sans en créer un de toutes pièces, en fait en le customisant et en l'adaptant à un problème donné. Par exemple, si j'utilise un modèle de classification de sentiments de base, je vais peut-être le traiter au cas de la tech. Et du coup, je vais faire en fait ce qu'on appelle du transfer learning par rapport à mon modèle. Je peux aussi le créer de toutes pièces en fait si ça répond davantage à mon besoin. Okay. Et d'ailleurs, pour aujourd'hui, on va se baser sur un modèle d'analyse de sentiments existant. Pourquoi? Parce que notre but, c'est de vous montrer vraiment comment déployer une API avec AI Deploy. Et donc, on ne va pas se focaliser sur la partie entraînement, mais bien sur la partie déploiement. Pour ce faire, on va utiliser un modèle existant qui est disponible sur le hub Hugging Face. Hugging Face, en fait, c'est une petite start-up. Oui. On la connaît un petit peu dans le monde de l'IA. Et elle va donner la possibilité à des utilisateurs de construire, de former et de déployer des modèles d'IA. Comment? Avec des logiciels open source comme Dataset par exemple, mais aussi Transformers qui est sans doute le plus connu. Et Transformers en fait va être une lib open source qui va nous permettre de télécharger des modèles préentraînés et vous le verrez par la suite de les utiliser très simplement et très rapidement. Alors pour ça, on va utiliser un super modèle qui a un nom absolument incroyable je trouve. On va se baser sur un modèle de classification de sentiments qui est issu du modèle général Camembert, et encore une fois qui est disponible chez Hugging Face. Alors d'où vient Camembert? Oui. C'est une grande question. Il faut savoir qu'il y a un modèle de traitement du langage en général qui s'appelle BERT, qui a été développé par Google en 2018. Donc c'est un modèle qui traite de textes en anglais. Et ce modèle a été en fait amélioré par la suite et a donné suite à Roberta. J'aimerais bien qu'on fasse attention à la perruque de Roberta qui a été extrêmement bien photoshopée. Comme quoi, data scientist c'est un métier, mais a priori, graphiste aussi. Oui, visiblement. Roberta va avoir en fait une architecture similaire à celle de BERT. Il y aura quelques modifications en fait pour que le modèle soit vraiment optimal. De là en découle Camembert. En effet, Roberta et BERT vont traiter de textes en anglais. Quoi de mieux comme nom que Camembert pour traiter du texte en français? Donc encore une fois, Camembert est basé lui sur l'architecture de Roberta, mais entraîné sur un sous-corpus du gros corpus Oscar en prenant juste le français. Donc Camembert est un modèle de traitement du langage en français et ce modèle a été adapté et donc on a eu du fine-tuning de ce modèle pour de la classification de sentiments donc sur des textes. Comment on peut fine-tuner un modèle Camembert? En fait, on va prendre le modèle Camembert en lui-même et à la sortie de ce modèle, on peut rajouter un réseau feed-forward par exemple avec du softmax et en fait là, on va vraiment avoir une classification derrière de sentiments. Encore une fois, il fait un jeu de données adapté. Dans ce cas, la personne qui a développé ce modèle s'est basée sur les commentaires hallucinés, donc des commentaires en fait sur des films, avec des sentiments, est-ce que le film a plu ou non.
Et donc, le modèle a été entraîné sur ce jeu de données. Et nous, aujourd'hui, on va essayer de voir si on peut utiliser ce modèle pour un tout autre cas. Donc, juste pour, tu en parleras après, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on a notre modèle générique, quelque Oui. part. Je peux le fine-tuner Oui. avec des données qui représentent vraiment quelque chose. Et justement, ces données, en fait, c'est un peu le truc toujours compliqué. C'est qu'il va falloir que je trouve des données qui vont me Oui. permettre de lui dire, bah, maintenant, un sentiment positif, c'est quand tu vois tous ces trucs-là, et pour un film, parce qu'au final, on peut se rendre compte que, je présume, si je prends par exemple Decathlon sur les avis, c'est peut-être pas les mêmes termes qui ressortent quand c'est positif ou négatif. Et donc, du coup, Par exemple. ok, Ou d'accord. alors, ça va être différent en fonction des entités, Ok. admettons. Là, effectivement, l'important, ça va être d'avoir le jeu de données pour entraîner ce modèle et donc de le personnaliser, de l'optimiser à la fin pour un problème donné qui, dans notre cas, est la classification de sentiments. Ok. Je te propose qu'on passe au notebook. Allez, soyons fous. Alors, t'as une souris si tu veux, mais Oui, je ne veux c'est pas te beaucoup forcer. mieux. On va faire comme ça. N'hésitez pas à nous dire si c'est assez grossi. Je parle de l'écran, bien sûr, toujours, et pas de moi. On pourra grossir un petit peu ou enlever la petite barre à côté si jamais on a Oui. besoin. Quoi. Alors, on est arrivé sur notre notebook. Donc, encore une fois, je le reprécise ici. On vous donnera les liens vers le notebook, vers le modèle, etc. Donc, on utilise un modèle pré-entraîné qui est disponible sur le hub de chez Hugging Face, donc qui est basé sur Camembert pour de la classification de sentiments. Vous retrouverez son nom juste ici. La première étape pour nous, c'est d'installer les dépendances dont on a besoin. Donc, mon fichier est juste ici. Je l'ai déjà fait, vous vous en doutez, pour gagner du temps. Et on va pouvoir en fait importer les différentes bibliothèques. Donc ça tourne. Par rapport à ce que tu disais, là, le modèle qu'on utilise, tout ça, on peut y accéder librement sur le hub Oui. de GingFest. On peut y accéder librement. On peut le tester en faisant de l'inférence temps réel parce que GingFace en fait le propose de juste tester le modèle par exemple sur une phrase. Et après, vous allez voir en une ligne de commande, en fait, on peut télécharger le modèle puis l'utiliser comme bon nous semble, que ce soit pour des phases de test ou pour du déploiement. Donc là, on voit que ça s'est importé. Ensuite, on va vérifier qu'on a bien un GPU de disponible. Là, le fait que tu prennes un GPU, c'est clairement si je pars sur du CPU, sur un ou deux CPU, ça va être compliqué. Alors, tu peux. Moi, c'est juste parce qu'en fait, Transformers permet l'utilisation de GPU. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il faut que le framework utilise Mais c'est juste parce que j'ai envie que ça aille plus vite, globalement. Okay. Non, ce n'est pas une obligation. Effectivement, sur CPU, on le verra tout à l'heure d'ailleurs pour le déployer l'application, que le GPU n'est pas forcément nécessaire. Ensuite, ce qu'on a voulu faire avec Stéphane, c'est de tester donc un nouveau jeu de données, voir si le modèle peut fonctionner sur un autre cas. Et pour cela, on est venu chercher des tweets qui parlent en fait d'OVH de manière générale. Alors, c'est un sujet qui a été traité l'année dernière. Donc, on avait pris des tweets de l'année 2021 et pour être plus précis, du 16 octobre. En fait, c'était un jour après l'entrée en bourse, il me semble, et quelques jours après une petite panne. Donc, on peut à la fois avoir des sentiments positifs et négatifs. Non, que du positif. Que du positif. Oui. Ce qu'on a fait, c'est que ces tweets étaient extraits au format JSON. On a créé un script pour pouvoir les transformer en un seul fichier CSV. Et maintenant, on va pouvoir utiliser ce fichier CSV, le lire et le transformer en fait en data frame. Donc là, j'ai juste affiché les 5 premières lignes. Vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs informations. Nous, on va venir extraire les caractéristiques que l'on souhaite en fait analyser et utiliser, à savoir les tweets, donc la partie vraiment texte, mais aussi la langue. On l'a dit tout à l'heure, Camembert traite du français, donc en fait, tous les tweets en anglais ou dans une autre langue, on va les supprimer. Et en fait, je me permets d'intervenir. C'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est toi qui me le rappelles souvent. Là, on voit bien qu'on part, en fait, et tu l'as dit, d'une source de données. Alors, il se trouve que c'est en JSON. Ça paraît tout bête de dire j'ai un petit script qui fait tout ça, mais on voit bien que tout ce qu'on fait là, si on n'a pas cette étape vraiment de je prends ma donnée brute et je la prépare pour que mon modèle puisse la comprendre, en fait, ça ne sert à rien. Tu vois, tu parles de la langue, typiquement, voilà, on nettoie un peu les trucs parce que sinon, on va avoir des résultats qui sont complètement erronés. Ça paraît évident quand on le dit, mais en fait, c'est souvent cette partie-là qui est cachée, qui paraît un peu magique, où on se dit, en fait, j'ai une IA qui fonctionne, mais les datasets, enfin les datas en entrée qui ont permis de faire que ce modèle fonctionne, c'est beaucoup de travail. Oui. Et donc, du coup, souvent, c'est minimisé, mais c'est quand même une grosse étape. Tout à fait. On va le voir encore par la suite, qu'on ne va pas pouvoir garder tout le texte, par exemple.
Alors dans certains cas, on va enlever ce qui est emoji. Là, dans notre cas, on va voir, on va enlever tout ce qui est URL et lien cliquable, en fait, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt dans de l'analyse de sentiments. Oui. Donc voilà, il y a vraiment du traitement de la donnée à faire. On ne peut pas vraiment envoyer le tweet en tant que tel. Enfin, c'est un peu plus compliqué ou ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc ce qu'on va faire, c'est afficher les caractéristiques qui nous intéressent. Donc à savoir, là par exemple, on a affiché quelques lignes, quelques tweets, et en dessous on a affiché en fait les langues correspondantes de ces tweets. Étape suivante, on définit la fonction qui s'appelle data preprocess. Donc on va venir pré-traiter un petit peu la donnée, la nettoyer si vous voulez, notamment enlever les URL comme je le disais. On peut également enlever les espaces en trop. En fait, on va essayer de cleaner un petit peu et de faire un petit peu de ménage dans notre texte. C'est parti, on traite la donnée. Et donc maintenant, en fait, on peut afficher nos données, par exemple, pré-traitées. Je m'excuse auprès de tous les oreilles de Français de Navarre. Je pense qu'elles t'excuseront. Donc voilà. Là, on a fait un petit peu de nettoyage et on va surtout venir extraire maintenant seulement les tweets en français. Donc on va créer entre guillemets un sous-data frame du gros data frame qu'on avait en amont avec de 1 les tweets nettoyés avec notre fonction data preprocess, mais aussi la langue du coup qui sera cette fois-ci que en français. Donc voilà, là on a un petit exemple de tweet en français. Donc on peut voir que un grand jour pour la French Tech, je suppose. Nous souhaitons féliciter, etc. Donc ce sont bien des tweets en français. C'est parti. On va aller venir télécharger notre modèle pré-entraîné dont on vous a tant parlé. Donc alors là, vous allez voir qu'il va se télécharger assez rapidement pour la simple et bonne raison en fait qu'il a déjà été téléchargé. Alors ça prendrait 1 ou 2 minutes seulement, mais là, en fait, c'est en cache derrière et donc on peut le réutiliser assez rapidement. À chaque fois qu'on va l'utiliser, en fait, on va bénéficier du cache et on ne va pas le Voilà, et encore là, j'ai rejoué dans le notebook, mais je pourrais faire plusieurs appels et il ne se télécharge pas en fait à chaque fois. Il se télécharge une fois et après, il est à notre disposition pour l'utiliser. Et bien, on va faire quelques tests. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un tweet et en fait, on va afficher aussi le sentiment correspondant. Associé à ce sentiment, donc positif ou négatif, on aura aussi la probabilité, donc globalement entre 0 et 1. Alors, on va tester sur le premier tweet. Donc là, on voit un grand jour pour la French Tech, OVH Cloud et ses 2500 salariés font leur entrée à la Bourse de Paris, une histoire, etc. Mon IA, qu'est-ce qu'elle me renvoie? Que c'est positif avec un score de 84%. Pour l'instant, plutôt d'accord. Voilà, c'est des tweets qui datent un peu, on pourrait tout à fait le refaire avec des tweets plus actuels. Et on voit que pour un modèle qui a été entraîné sur des commentaires hallucinés, ça fonctionne relativement bien. On va juste faire un autre test. Hop, on va par exemple mettre le 10e. Ok, alors là on a une magnifique cravate. Donc il y a quelques fautes d'orthographe. Pourtant mon IA me renvoie que c'est bien positif. Elle est moins sûre d'elle. C'est peut-être le fait de la cravate. Et elle nous dit que c'est un positif avec un score de 60%. Pardon, vas-y. Non, je te laisse la parole. Dans une vie antérieure, j'ai bossé sur du rapprochement d'adresses et où on cleanait beaucoup les données. Alors, il n'y avait pas d'IA, hein, mais on cleanait beaucoup les données. C'était vraiment une phase très importante de la partie préparation des données. Là, la question que je me pose, j'ai des données en entrée. Est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, que je fasse toute une étape qui peut être très coûteuse dans ma préparation de données en disant je veux la donnée la plus clean, donc avec pas de faute d'orthographe et tout ça, versus est-ce que mon IA peut être assez intelligente pour dire en fait magnifique, là c'est pas le G, il est à côté du F, donc moi je vais savoir qu'en fait c'est magnifique et du coup je vais mettre quand même une note positive parce que en fait c'était quelque chose de positif. Alors oui, il y a deux cas d'usage. Le cas où on veut faire un correcteur automatique ou du résumé de texte, on va quand même essayer que notre IA écrive un maximum sans faute. Oui. Ou en tout cas, essaye de le faire et puisse le comprendre. Dans le cas, par exemple, vous tapez peut-être une adresse sur Waze ou autre, ça se peut que vous fassiez une petite faute de frappe. Pour autant, souvent, l'adresse est retrouvée. Alors, s'il y a plusieurs fautes, peut-être pas dans le top 1 de suggestions, mais ça arrive très vite. Donc, effectivement, l'erreur est humaine. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de toujours
D'accord. tout cleaner. Et il y a une méthode aussi après qui va permettre en fait de vérifier et de comparer les mots pour savoir à quel point la chaîne de caractères est exacte ou non. C'est bien, c'est beau. Bah, je te propose qu'on passe Allez, à l'app, parce que notre modèle a l'air de plutôt bien fonctionner, donc donc on va là, essayer de le déployer. on a fait un notebook. Oui. Enfin, utiliser un notebook, pardon. On a vu comment tu as un peu fine-tuné le truc. Là, Ouais. l'idée, c'est que maintenant, on va créer une application. Alors, on ne fait pas une application complète. L'idée, c'est que vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs, on veut juste exposer une API qui va permettre d'envoyer un message typé dans l'esprit Twitter Oui. et que ça nous dise c'est positif ou négatif. Donc là, ce qu'elle va faire Léa, c'est qu'elle va montrer en fait comment on prépare pour qu'une application puisse être compatible. Alors, il n'y a pas grand-chose pour qu'elle soit compatible à être déployée avec AI Deploy. Voilà. Et je ne te l'ai pas préparé, le lien, je pense. Et ben, je te laisse la main sur ton ordinateur pour qu'on puisse retrouver notre GitHub. Parce que oui, en fait, vous pourrez retrouver tous les codes sur GitHub, vous pourrez tout à fait les tester. On met à votre disposition le Dockerfile, donc vous pouvez tout à fait le builder et lancer ce dont vous avez besoin. Ça doit être sur le Twitch, je pense. Très bonne remarque. Ce qu'il faut savoir qu'on a donc là, ce que vous venez de voir sous vos yeux, c'est le repo AI Training C'était Examples. pour ça. C'est là où sont tous nos tutos OVH AI, donc tout ce qui est IA chez OVH, que ce soit Notebook, Training ou Deploy. Par contre, on a aussi tout ce qu'on vous présente lors des live Twitch et vous pouvez également le retrouver et le tester. C'est ça. C'était travaillé, hein, la cascade. C'était pour que C'est ça. Léa puisse le présenter. Donc Notebooks, ça on l'a vu, vous pourrez le retrouver ici. Maintenant, AI Deploy. Donc encore une fois, le fichier requirements avec toutes les dépendances dedans et les versions fixées pour que ça fonctionne au mieux dans le temps. Et ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est notre fichier app, donc un fichier Python. Alors, vous allez voir, on n'a pas passé des heures à coder, puisque là, en seulement 40 lignes, c'est fait grâce à l'appel très rapide du modèle. On n'a pas eu à redéfinir toute l'architecture. On a juste en fait utilisé la même ligne que dans le notebook pour appeler le modèle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on on a importé encore une fois nos bibliothèques. On a initialisé par la suite une instance FastAPI. On peut peut-être dire 2 mots sur FastAPI, à quoi ça Ouais. sert? FastAPI, en fait, ça va permettre de créer des API en Python. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on aura un outil en fait, derrière de visualisation plus rapide pour pouvoir vraiment en fait, interagir avec l'API. Autrement qu'avec un curl, Ouais. même si la commande est fournie Fonctionne avec. toujours. L'appel du modèle, donc encore une fois, ici, il va venir se télécharger une fois et après, il va pouvoir être utilisé dès que vous allez en fait, faire appel à ce modèle. On définit quand même le format des données qu'on attend en entrée. Là, on va avoir affaire à des chaînes de caractères, donc string. On crée la méthode get, Voilà. tout simplement, pour être accueilli gentiment. C'est là où on voit quand même la simplicité de FastAPI, c'est qu'en fait, Oui. on pose une note et derrière, ça nous définit un Voilà. endpoint de C'est type vraiment très rapide get, dans la donc, c'est création. cool, quoi. Ça facilite plutôt la vie, effectivement. Et ce qui nous intéresse, en nous, le plus, c'est la méthode post, qui va permettre donc à la fois d'envoyer un message, mais aussi de le classifier et de renvoyer le résultat. Donc encore une fois, on attend de l'utilisateur qu'il envoie un message au bon format. Dans le cas où ce message existe, en fait, vous voyez qu'en une ligne, on va appeler le modèle. Et donc notre résultat, ça va être en fait le modèle qui a traité le message. Donc encore une fois, avec le sentiment, positif ou négatif, et le score correspondant. Alors, on ne l'a pas dit, hein, si vous avez des questions sur ce qu'on dit, on peut essayer d'y répondre. On peut essayer, On peut essayer. de faire Donc, ça. n'hésitez pas et à la régie, on fera signe si jamais il y a des questions. Alors globalement, donc voilà pour le fichier Python. On va quand même vous présenter le Dockerfile avant de balancer l'image comme ça. On se base sur une image classique, Python 3.8. C'est ce qu'on avait également utilisé dans le notebook. En fait, on avait lancé un notebook mini Conda avec du Python 3.8, donc on reste dans la même logique. On installe nos dépendances. On va venir exposer sur le port 8000, donc c'est le port par défaut de FastAPI. On définit l'entry point, donc qui va être UVcorn, la commande à lancer, et ensuite on renseigne tout simplement le. En fait, ça fonctionne au mieux lors du déploiement de notre app. Ce qui est super intéressant, donc Léa
vous l'a dit, sur le notebook, on utilisait une image. On fournit plein de typologies d'images, je ne sais pas combien, mais on en a énormément, qui permettent de bootstrapper un notebook Jupyter, on va dire dans un environnement déjà préinstallé, préconfiguré. Parce que moi, je viens du monde Java et on se moquait de moi avec mes dépendances. Les dépendances sous Python, c'est quand même pas toujours simple. Donc, on apporte ça. Pour AI Deploy, il n'y a aucune obligation de partir sur une image officielle OVH. Vous voyez, là, la Python 3.8, c'est une image classique de Python. On a construit derrière, bien sûr, on réutilise ce que tu as fait avec le app, etc. Mais derrière, on peut vraiment utiliser n'importe quel type d'image pour être lancé sur AI Deploy. On peut se baser sur une Ubuntu. Voilà, donc ça c'est super important, c'est qu'on n'est pas en train de faire du vendor locking sur notre propre solution d'exécution. Votre image, vous la construisez, vous respectez les 2-3 petits trucs qu'on vient de vous montrer, et pouf, ça fonctionne. Enfin, normalement. Normalement, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Et je te laisse la main. Alors du coup, merci Léa, déjà, pour ton explication. Donc ce que vous a montré Léa, c'est vraiment toute la phase de conception, de création. Donc moi je vous l'ai dit, moi je ne suis pas data scientist, mais j'aime bien jouer avec plein de nouveaux outils et plein de nouveaux jouets. Du coup, ce qu'on va regarder ensemble, c'est Léa, elle a son Dockerfile, tu as fait Docker build, etc. Tu as poussé sur une registry. Oui. Et donc moi maintenant, en tant qu'utilisateur de l'application, mettons que vous ayez une application comme ça que vous publiez en disant on vous permet avec un endpoint, etc. L'idée, c'est de la rendre accessible. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste Docker, je n'ai pas envie de montrer une infra, et donc ce que je veux, c'est déployer cette application de manière très simple. Donc ce qui va se passer, alerte spoiler, j'ai une anti-sèche. Oh ouais, je sais, c'est pas bien. Je pensais pas que tu allais tricher, tu vois. Tu connais pas le nom de l'image par cœur. Moi, je connais, mais j'ai des gros doigts et ça ne va pas le faire. Mais je vais expliquer toutes les commandes. Comme ça, hop, je remonte tout au début. Alors, la CLI, si vous vous souvenez, si vous n'avez pas vu, on a fait un super Twitch avec Maël, qui chez nous a participé à la création de cette CLI, donc cette command line interface. Donc OVH AI. La logique est très proche de la CLI, de Docker, de kubectl, c'est-à-dire qu'on va expliquer ce qu'on veut faire au final. Donc là, moi, je veux quoi? Je veux lancer une application, donc OVH AI app run, jusque-là, tout va bien. Comme on disait avec Léa, moi, je n'ai pas besoin de GPU, là, donc je prends 4 CPU. Souvenez-vous, dans le Dockerfile, on expose le port 8000. Du coup, là, bien sûr, je veux faire la même chose. Je veux mapper sur mon port exposé. Et là, je vais commencer à lui indiquer un comportement de comment il doit réagir si j'ai une charge qui arrive. Donc, je vais lui dire déjà, je veux au moins un réplica de mon application. C'est mieux d'avoir au moins un. Voilà. Un petit peu compliqué. Et par contre, je ne veux pas aller à plus de 3 pour plein de raisons. Parce que je n'ai pas besoin, parce que je fais attention à ma facturation, ou pour une autre raison qui me viendrait à l'esprit. Je veux surveiller le CPU. Là, j'aurais pu mettre RAM. Pour l'instant, c'est exclusif. Il y a plein de trucs techniques et là, c'est nos devs qui maîtrisent ça. Donc, je ne sais pas si à un moment donné, on pourra faire les deux, certainement, parce qu'ils sont super forts. Mais donc, pour l'instant, on peut regarder la RAM ou le CPU. Derrière, j'indique un threshold. Pour la démo, j'ai mis 25%. On peut imaginer que ce n'est pas assez haut dans la vraie vie, mais c'est pour vous éviter de trop attendre quand on va s'amuser avec. Mais là, typiquement, je pourrais mettre 80-85%, ça me paraît un peu plus réaliste. Et donc, c'est le seuil à partir duquel, automatiquement, nous, derrière, on va aller créer une nouvelle instance, jusqu'à 3 maximum. Et c'est le seuil à partir duquel aussi, en dessous, on va... Alors, il y a toujours un petit délai, ce qui est normal pour éviter l'effet vraiment vague où tout d'un coup, c'est en dessous, j'enlève, mais non, en fait, c'était juste temporaire, je reviens et je remonte. Donc, il y a un petit délai et après, petit à petit, les réplicas descendent. Le Unsecure HTTP, c'est juste pour vous permettre de jouer avec après. Et derrière, donc là, bon, la registry, le nom est un peu long, certes, mais en gros, c'est n'importe quelle registry de type Docker. Donc là, dans notre cas, c'est une registry à nous. Et on a un domaine AI Deploy Portfolio. J'en parlerai à la fin. Vous verrez, on a plein de petites images avec lesquelles vous pouvez jouer. Et l'image qu'a créée Léa. Dans le cas où vous ne voulez pas que votre app soit accessible par tout le monde avec le Insecure HTTP, vous pouvez tout à fait vous authentifier avec un token ou avec vos credentials habituels. Oui, moi je suis le mal, moi je fais ça publiquement. Donc là, alors je vais augmenter un petit peu, hop. Quand on le lance, ce qui est bien, c'est qu'on a plein d'infos. Alors je ne vais pas toutes les faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que j'ai bien mes 4 CPU, que j'ai bien ici de positionner tout ce que je vous ai dit. La partie nombre de réplicas, minimum, maximum, mon threshold. Et que je surveille, bien sûr, les CPU. Et après, j'ai deux URL qui vont m'intéresser pour vous montrer un peu de 3 choses. C'est la partie URL, donc c'est l'application qui est exposée sur cette URL.
la partie monitoring, on y reviendra tout à l'heure. Du coup, bon, là, elle doit être normalement lancée. Donc, on peut lister les applications lancées. Donc, elle est toujours en train de scaler. Là, c'est une application que moi, j'ai déjà lancée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous demander de participer. On vous partagera tout à l'heure une URL sur laquelle vous allez pouvoir jouer. Donc, je vais la laisser tranquillement, mais ça devrait normalement pas prendre beaucoup de temps. Au pire, pour accélérer, je vais vous montrer sur celle qui est déjà déployée et on va laisser tranquillement se débloquer parce que de toute façon, on va jouer avec celle-ci. Oula, j'ai un peu oublié la moitié de la commande. Il y a un petit apt-get qui, Oui, c'est ça. hop, qui va arriver. J'ai voulu être trop rapide. Donc, je prends mon URL. Donc ça, cette URL-là, vous allez voir, la régie, à un moment donné, vous la partagera quand tout à l'heure, j'afficherai le Grafana. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas trop la peine. Ce que vous disiez, Léa, en fait, FastAPI, ça vient avec, alors pour les vieux comme moi, Swagger, pour les plus jeunes, OpenAPI. Donc c'est plutôt sympa. C'est un petit GUI qui vous permet déjà d'avoir toute la documentation. Donc là, bon, le root ne nous intéresse pas plus que ça, mais on retrouve le endpoint sentiment analysis pass de type post. Derrière, ça nous dit quel type de paramètres, quel type de réponse ça donne. Et on a vraiment tout le détail. Ça, c'est déjà bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut le tester. Donc typiquement, si ici, je mets que j'adore, je vous fais ça sans lunettes, on n'est pas à l'abri que... Je te dirai. Super. Et ça me sort normalement positive à 81%. C'est bon, je serai toujours chez OVH ce soir. Donc voilà, c'est tout simple. Donc là, on va vous partager cette URL-là. Vous pouvez aller jouer un peu avec. Et moi, en parallèle, je vais nous afficher nos métriques pour que vous voyez un peu le scale-up et le scale-down, comment ils fonctionnent. Nos métriques, ils utilisent un outil que moi j'adore, mais c'est parce que je suis un geek fashion, j'adore tout ce qui est joli et du coup, je suis assez fan. Donc c'est Grafana. Donc je reprends l'URL, vous l'avez ici. Quand vous affichez le détail de votre application, c'est la monitoring URL. Je rebascule sur mon Firefox, je m'ouvre un petit onglet. Et là, on a un beau Grafana. On va le laisser tranquillement s'afficher. Là, oh, pardon. C'est le dashboard par défaut, où on voit un peu tout. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller voir en fait comment se comportent mes réplicas selon la charge. Une question, pardon. Est-ce que cette URL, on peut l'avoir en une ligne de commande, à part en faisant un grep? Pour moi, non. Pour moi, si je veux l'URL de monitoring ou d'application, je fais OVHII get Oui, avec toutes les l'ID, infos. le pipe, un grep, et je peux avoir... Après, on peut tout à fait l'avoir aussi depuis l'interface utilisateur. Depuis l'interface utilisateur, vous avez toutes les informations concernant votre app et en un clic, en fait, vous accédez Est-ce que je tente la cascade? à l'URL de monitoring. Allez, je tente la cascade. C'était pas prévu, mais on est un peu foufou. Alors, ouais. Donc, dans Public Cloud, après, vous retrouverez donc tous les produits, notamment IA, Voilà. avec la bêta de notre cher produit Deploy. Ici, vous avec allez le là joli et vous tag jouez vert. avec. Donc là, on retrouve... Ah bah, du coup, on voit que ma deuxième app, elle est lancée. Laquelle c'est? On va dire que c'est celle-ci. Non, ça c'est la dernière que j'ai lancée. Celle avec laquelle je suis en train de jouer, c'est celle-ci. Ne vous inquiétez pas, dans toutes les cascades, on croit qu'on tombe, mais voilà, c'est bien celle-ci. Et Ouais. donc, ce que disait Léa, on va Voilà. retrouver ici. Vous avez le Real-Time App Monitoring Voilà. et vous pouvez accéder en fait au dashboard. Et je le prouve que c'était vrai. Du coup, ce qui va m'intéresser, je ne sais pas si on a partagé l'URL, mais on peut partager l'URL de l'application. Ce qui va m'intéresser, c'est d'aller voir le dashboard de comment se passe mon scale-up et mon scale-down. Alors pour l'instant, on est en bêta, on a plein d'idées, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de votre retour, parce que c'est super important. Carrément. Donc il y a juste un petit truc à savoir, quand vous êtes sur votre dashboard, vous êtes sur votre dashboard principal et vous voulez aller voir d'autres dashboards, copiez votre ID d'application ou allez les récupérer sur la partie manager. Et ici, quand vous allez choisir, donc moi ce qui m'intéresse, c'est le scaling. Ici, on le re-rentre, tout simplement, on fait entrer. Et là, vous voyez que, ça, je me retrouve avec ce que moi j'ai positionné. J'ai MinReplica 1 et 3. J'ai mes graphiques sur mon CPU. On voit que pour l'instant, ça rigole un petit peu. Alors, je vais me focaliser sur le running.
Comme ça, au moins, j'ai qu'une seule courbe. Oui. Donc là, j'ai qu'un seul réplica. Je ne sais pas si, du coup, là, à l'heure actuelle, vous jouez un petit peu avec, mais en tout cas, c'est assez, assez faible en termes de charge. Je vais vous donner un petit coup de main. Je vais utiliser un petit utilitaire qui s'appelle Hey. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Philippe Charrière qui me l'a fait découvrir. Je le remercie encore. C'est en fait un petit utilitaire qui fonctionne exactement comme curl. En gros, on lui passe des headers, des bodies, etc. Sauf qu'on simule une charge. Moi, dans mon cas, ici, vous voyez, je simule 150 requêtes avec 10 workers. Pardon. Je fais un post, je fais du JSON, j'envoie le message et je l'utilise sur, bien sûr, mon endpoint sentiment analysis pass. Et là, ce qu'il va faire, l'URL, c'est laquelle? Ils veulent l'URL. c'est celle que La dernière, là. celle avec EF, je la raffiche là. C'est bon, j'ai. Si c'est ça. C'est celle-ci, celle qui commence par 95-21. Voilà, merci. Donc allez-y, jouez avec. De toute façon, vous aurez quand même besoin d'un coup de main avec Hey. Donc là, j'envoie. Donc il va faire son boulot. Et moi, je vais me mettre sur mon Grafana. Et je vais me mettre en rafraîchissement. Je vais mettre les 5 minutes. Comme ça, c'est un peu mieux. Il y a un petit temps, bien sûr, un délai, le temps qu'il envoie les requêtes, le temps que ça s'affiche, qu'on affiche la métrique. On va le laisser un peu travailler. Normalement, alors la dernière fois que j'ai dit, si les dieux de la démo sont avec moi, j'ai perdu la feed pendant 4 heures. Donc, je vais éviter. Je confirme, nous étions en pleine répétition de live. Et voilà. puis, bah, laissez faire le site autrement. Voilà. Et vous voyez, là, déjà, j'ai mon CPU qui augmente. Là, je suis sur 8%. Donc, on se souvient, enfin, on ne se souvient pas, c'est même affiché. Mon threshold, il est à 25%. Donc, de toute façon, pour l'instant, je suis tranquille. Là, on voit que je passe à 20%. On va laisser monter tranquillement. Je pense que dans 10-20 secondes, gros maximum, je vais passer la barre des 25%, soit grâce à vous, soit grâce à Hey. Potentiellement un petit peu des deux. Potentiellement un petit peu des deux. Donc là, ça y est, j'arrive sur mes 25%. On le voit ici, là, je suis à 28%. Donc normalement, on attend un petit peu. On ne va pas attendre très longtemps. Vous allez voir que sur les réplicas en haut, alors on va passer soit à 2, soit à 3, en fait. Ça va dépendre de la charge qui arrive d'un coup. C'est parce que du coup, comme j'ai mis 25%, et que je le stresse un petit peu, vous voyez, je monte à 40%, bah, en fait, ça fait un écart tellement grand que peut-être qu'il se dit j'ai tout de suite besoin de mettre 2 pods, enfin 2 réplicas, pardon. Donc on laisse tourner, et puis à un moment donné, si l'effet démo veut bien, il y a un petit peu de suspense. C'est ça. Donc là, je sens que ça va arriver. Après, là, on met 25% pour la démo. Effectivement, sur une app qu'on lance, on serait plus à 80, on serait plus autour de 85% 75, 80. Effectivement, on ne resterait pas à 25. C'est ça. On monterait un petit peu trop vite en nombre de réplicas. Alors, je l'ai joué plein de fois, cette démo, elle a toujours fonctionné. Donc, j'ai j'ai grande confiance en la démo, en espérant que je n'ai pas l'effet Bonaldi pour les plus vieux C'est vrai que ça peut mettre un peu de temps à escaler. C'est ça. Ou en tout cas à s'afficher. Oui, voilà. Je pense que c'est le moment de faire des claquettes. Bon, je laisse tourner et comme ça, je continue. De toute façon, c'est la fin de la démo, donc on le verra passer un moment ou un autre. Normalement, moi, côté Hey, c'est fini. Voilà. Donc, je suis confiant. Ça va arriver. Ne perdons pas espoir. Donc, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'était la simplicité, en fait, d'utiliser... Ah, bah voilà, il suffit que je demande. En fait, là, vous voyez, tu changes de sujet. voilà, que je change de sujet. Ça. On est passé de 1 à 3 directement. Il va continuer son petit bonhomme de chemin tout seul. Pareil, hein, ce que je vous ai dit, c'est pas quand je vais plus avoir de sollicitations que tout de suite il va tomber. Il y a toujours un petit délai. Oui. Je ne vous ai pas montré d'autres dashboards. Il y a des dashboards sur le nombre de requêtes HTTP entrantes, sortantes. Enfin, voilà, il y a plein de dashboards. Je présume qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Et encore une fois, je le répète et je le répète que c'est super important. C'est vos retours qui vont nous permettre de savoir que ce dashboard-là est hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas à le tester. C'est en bêta ouverte, donc en plus, il faut vraiment en profiter. Et faites-nous vos feedbacks. C'est avec ça, en fait, qu'on construit vraiment nos produits. Bon, on va le laisser tourner. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment montré toute une chaîne complète. On a choisi d'être très simple avec le modèle. C'était fait exprès. Voilà. C'était vraiment le but de montrer comment le déploiement, plus que l'entraînement aujourd'hui. Ça montre aussi qu'au final, il y a toujours ce choix à faire entre utiliser quelque chose qui existe, quelque chose à faire soi-même,
quoi que vous choisissiez, vous pouvez vraiment le dérouler sur l'ensemble des 3 produits. Oui. Vous pouvez faire un notebook plus ou moins complexe, avoir besoin de l'entraîner ou pas. Et à la fin, déployer votre appli. Vous l'avez vu, c'est une ligne de commande. On peut tout faire via l'interface graphique, Absolument. mais moi, je me positionne toujours dans le côté un peu automatisation. La CLI, alors effectivement, par rapport à la question, il faut jouer un peu avec du grep, mais on peut quand même avoir beaucoup d'informations pour savoir dans quel état est l'application. Donc ça aussi, c'est quand même plutôt intéressant. Vous avez vu qu'on a des dashboards. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a un autre truc cool, c'est que si vous avez besoin de mettre votre image à jour, parce que par exemple le modèle a été updaté, pas besoin de stopper en fait l'app et de la redémarrer. Vous changez du coup, vous remettez à jour le nom de l'image et en fait, ça sera mis à jour automatiquement. Ce que dit là, c'est super important. Je le redis par rapport à tout à l'heure. Il y a une population qui veut maîtriser son Docker, son Kubernetes, faire ses YAML, bien fine-tuner. Et puis parce que parfois, il y a besoin de fine-tuner des applications. Et puis, j'ai l'intelligence pour créer le modèle ou pour l'optimiser. Par contre, je n'ai pas la connaissance et je n'ai pas besoin de beaucoup de paramétrage pour le déployer. Et ben, c'est là où AI Deploy en fait vraiment nous facilite la vie. Enfin, moi, je trouve. Donc, je suis assez fan. Et donc, ça, c'est cool. Il y a autre chose. Je vous ai dit aujourd'hui, si vous voulez jouer avec, je vous montre pendant qu'il fait son. On viendra sur la console à la fin, de toute façon. Alors, par contre, du coup, comme j'ai ouvert 2000 onglets, ça doit être celui-ci. Voilà. Gagné. Je vous ai parlé rapidement du portfolio tout à l'heure. Dans la partie doc, on a ce qu'on appelle portfolio qui vous permet en fait d'avoir. On est en train de regarder comment faciliter l'affichage, mais en tout cas, vous avez un tableau qui vous résume dans notre registry privé toutes les images accessibles avec le port à positionner. Souvenez-vous, le petit -p, ne l'oubliez pas. Et derrière, ça vous dit en fait sur quel type d'usage. Est-ce que c'est une API? Est-ce que c'est une application web? Pardon, je suis vraiment désolé. Et typiquement, si je reprends le sentiment analysis, on a fait la même chose qu'aujourd'hui, mais on a été jusqu'à l'application web. Oui, cette fois-ci, on l'avait fait avec Flask, donc avec une petite partie HTML. Mais effectivement, c'est tout à fait possible de déployer du coup une web interface et de jouer avec exactement comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, pardon, surveillez cette page. On va forcément l'enrichir, Oui. forcément rajouter des choses. Puis on fournit également à chaque fois la documentation qui va avec et le Dockerfile pour que vous puissiez le customiser, le comprendre, jouer avec, savoir vraiment à quoi en fait l'app correspond et comment la construire de A à Z. Exactement. Si je résume, du coup, là, on vous a tout montré. 2023, on a 1 milliard de choses qui arrivent, on a 1 milliard d'idées. On va avoir, j'espère, plein de choses à modifier sur vos retours. On a 2-3 trucs qu'on sait déjà. On va créer un super dashboard dans l'offre IA pour que, en un coup d'œil, vous sachiez ce que vous avez de run, de mémoire, une vue globale de la facture, Oui. etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment… On va séparer en 3 produits justement, Voilà. mais en regroupant nos 3 offres pour le moment sur une seule et même vue d'ensemble. Donc ça, c'est super important. Plein d'optimisation sur les produits. Il y a quelques semaines, on a une nouvelle release de l'image Candela qui se base sur Perceval pour faire un notebook sur du quantique. Donc c'est pareil, allez voir. Bref, on a plein d'idées. Ce qu'il faut, c'est avoir du temps pour les faire. On espère que vous avez plein d'idées et que vous allez nous faire des retours. On a fini pour aujourd'hui. En termes de Twitch, de toute façon, je leur dirai à la fin, mais on se revoit certainement plus en 2023. Là, on va laisser passer les fêtes, que ce soit des Twitch sur l'IA, des Twitch sur l'ADB, sur le network. Bref, on a plein de choses à vous montrer. Il y en a plein de gens merveilleux aussi à vous présenter. Je sais, j'ai pas regardé honnêtement s'il y a des questions. Je ne sais pas si là, tu veux rajouter un petit truc que j'aurais oublié ou mal dit, c'est possible. Je pense qu'on a tout présenté, en tout cas en ce qui concerne les nouvelles features. À voir si notre Grafana évolue un petit peu ou pas. La pression, ça se trouve… Voilà, là On je est suis toujours à redescend- 3. Non, je on suis est toujours à redescendu 3 toujours à parce 3. qu'en fait, pour l'instant, ça fait pas assez longtemps. Moi j'ai regardé, il faut 2-3 minutes, mais je vous promets que ça va redescendre. Peut-être pas avant la fin du live, mais en tout cas, au pire, je le partagerai sur les réseaux sociaux pour prouver que c'est redescendu. Regardez, C'est ça. Je regarde juste si, au cas où, on a… Donc, il n'y a pas de questions. C'est que soit on a été très clair, soit les gens sont déjà en train de préparer leur menu de Noël et vous avez le droit. Ou alors peut-être qu'il y en a qui vont arriver. On est
si... Voilà. C'est le Discord, effectivement. N'hésitez pas à aller voir. Moi, ce que j'aime beaucoup, et bon, forcément, vous allez dire que je suis peut-être biaisé, mais c'est que c'est un Discord où il y a vraiment nos core teams, notre équipe solution. Voilà, il y a vraiment les gens qui font le produit, du PM au PO qui sont là. Donc, en général, c'est vraiment des discussions super enrichissantes. Et comme on est dans la phase de conception, de création, de déploiement, bah, n'hésitez pas vraiment à nous faire vos retours. J'ai envie de dire qu'on va arrêter là-dessus. Du coup, je voulais te remercier beaucoup, Léa, car tu es venue souffrante. Et donc, merci d'être venue. Merci à toi pour l'invitation. Et bonne fête à tout le monde. Profitez-en bien, reposez-vous bien. Et on se retrouve du coup en 2023 pour de nouvelles aventures dans le monde de l'IA. Voilà, à l'année prochaine, quoi. À l'année prochaine. Au revoir tout le monde.